عذرا بيروت. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, des tests ADN seront effectués sur Ahmed El Assir pour s'assurer qu'il s'agit bien du cheikh salafiste arrêté hier à l'aéroport international de Beyrouth. Au moins 80 morts, en majorité des civils ce dimanche, dans des raids aériens du régime syrien sur un marché dans la ville rebelle de Douma, près de Damas. Des forces pro-gouvernementales confortent leur emprise sur le sud du Yémen. Elles ont repris aux Houthis la province de Chabwa, la dernière que les rebelles chiites contrôlaient dans cette partie du pays. Et les heurts entre l'armée turque et les militants du PKK ne cessent de s'aggraver dans le sud-est de la Turquie. Un soldat turc et 3 combattants kurdes ont été tués ce dimanche. On en parle dans quelques instants. Je vous le disais en titre, des tests ADN seront effectués sur Ahmed El Assir pour s'assurer qu'il s'agit bien du cheikh salafiste arrêté hier à l'aéroport international de Beyrouth. En cavale depuis 2 ans, il tentait de prendre la fuite au Nigeria. Il avait radicalement modifié son apparence physique. Les services de sécurité ont mené ce dimanche une série de perquisitions, notamment au domicile d'un partisan du cheikh salafiste à Jadra, dans l'Iqlim al-Kharoub. Ahmed El Assir devrait être transféré au tribunal militaire. Il est accusé d'avoir encouragé les affrontements meurtriers en 2013 contre l'armée libanaise à Abra. C'est à Saïda, au sud Liban. Des affrontements qui avaient coûté la vie à 18 militaires. Les réactions se multiplient après l'arrestation du cheikh salafiste. Le leader des forces libanaises, Samir Jarja, a salué ce dimanche sur son compte Twitter l'arrestation d'Ahmed El Assir, évoquant le travail remarquable des forces de l'ordre. Jarja s'est néanmoins interrogé sur l'incapacité de la police d'arrêter d'autres meurtriers toujours en fuite. De son côté, le chef du courant du futur, Saad Hariri, a également salué l'arrestation d'Ahmed El Assir lors d'entretiens téléphoniques avec le ministre de l'Intérieur, Noad Machnouk, et le patron de la Sûreté Générale, le général Abbas Ibrahim. Dans le reste de l'actualité, au moins 80 morts, en majorité des civils ce dimanche, dans des raids aériens du régime syrien sur un marché dans la ville rebelle de Douma, près de Damas. Il y a plus de 200 blessés. Douma est tenue par les rebelles depuis plus de 2 ans. La ville est régulièrement visée par des raids meurtriers de l'armée de l'air syrienne. Les frappes coïncident avec la visite en Syrie du patron des affaires humanitaires de l'ONU, Stephen O'Brien, qui effectue sa première visite dans le pays. En France, les cloches de Notre-Dame de Paris et d'une 50aine d'autres églises ont sonné à midi en soutien aux chrétiens d'Orient. Plusieurs diocèses à travers le monde se sont joints au mouvement en ce week-end de la fête de l'Assomption, alors qu'au moins 300 000 chrétiens ont fui la Syrie depuis le déclenchement de la guerre en 2011 et que beaucoup d'autres quittent l'Irak, victimes des islamistes. De nombreux chrétiens d'Orient qui ont fui leur pays. Parmi eux, la famille Altamo, l'une des dernières d'Irak, arrivée ici. Quand on écoute les cloches, on se dit qu'on est beaucoup plus en sécurité ici qu'en Irak. Chintreau, petit village de Seine-et-Marne. C'est ici que la famille Altano a trouvé refuge. Pierre Com leur a ouvert sa porte il y a 2 mois et demi. Ce catholique pratiquant vivait seul. Désormais, ils sont 7 dans sa maison. Il s'agit d'aller porter assistance à des gens, des frères irakiens qui sont menacés dans leur pays, qui n'ont pas d'autre choix que de fuir. Et en effet, il fallait faire quelque chose. Il y a vraiment une urgence. Ils se font massacrer sur place. Cuisiner pour sa famille, un geste du quotidien que Kala a retrouvé ici, 1 an après avoir fui l'Irak. Je surveillais l'église et on m'a dit que Daesh était tout proche du village. Alors j'ai sonné les cloches et on est parti avec la voiture. On n'a emporté que des vêtements. On est très triste d'avoir tout laissé là-bas, surtout notre maison. V. Ils le savent, ils ne pourront pas rentrer chez eux avant longtemps. Alors, il faut s'intégrer en France. En Irak, Thomas était agriculteur. Lui et sa femme espèrent trouver bientôt un travail, mais leur priorité, c'est l'éducation de leurs enfants. On a tout quitté. On est venu ici pour nos enfants, pour qu'ils puissent poursuivre des études. Nous voulons vivre ici.
Lundi, toute la famille va obtenir une carte de réfugié avec l'autorisation de rester en France pendant 10 ans. Les forces pro-gouvernementales confortent leur emprise sur le sud du Yémen. Elles ont repris au Houthi la province de Chabwa, la dernière que les rebelles chiites contrôlaient dans cette partie du pays. Les forces loyales au président Mansour Hadi poursuivent leur avancée en direction de Taez, la troisième ville du pays que de nombreux analystes présentent comme une porte d'entrée vers la capitale Sanaa. Les explications de Julie Chouteau. Des tirs en l'air pour célébrer la reprise de ce bâtiment gouvernemental de Taez. À son tour, il repasse sous le contrôle des forces loyalistes, après le commissariat, le quartier général de la protection civile et l'ancien palais du président déchu Abdullah Saleh. Jusqu'ici, ces administrations étaient aux mains des Houthis, les rebelles chiites soutenus par l'Iran. Que Dieu bénisse les fils de la ville de Taez, les rêveurs, les fils des cultivés, des éduqués. C'est une grande victoire. Nous avons pris des bâtiments politiques et militaires et l'hôtel Shams ainsi que le gouvernorat. Nous allons de victoire en victoire, si Dieu le veut. Taez est la troisième ville du pays. S'en emparer représenterait une victoire stratégique pour les loyalistes, qui avanceraient ainsi vers le nord, vers Sanaa, à 200 km de Taez. La capitale est tenue depuis septembre par les rebelles Houthis. Les forces loyalistes accumulent les victoires avec l'aide appuyée de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Samedi, les fidèles du président ont récupéré la province de Chabwa au sud-est du pays, la cinquième à être reprise aux mains des rebelles Houthis ces dernières semaines. Les loyalistes avaient déjà regagné Aden le mois dernier, ainsi que les principales bases aériennes du Yémen. C'est notre retour la pause, fin du cauchemar pour des centaines de migrants syriens réfugiés sur l'île de Kos, en Grèce. Retour sur le plateau de l'info, les heurts entre l'armée turque et les militants du PKK ne cessent de s'aggraver dans le sud-est de la Turquie. Un soldat turc et 3 combattants kurdes ont été tués ce dimanche. Des violences qui interviennent alors que ce week-end marque le 31e anniversaire du début de l'insurrection en 1984. 40 000 morts, principalement des Kurdes. Sophie Guignon nous raconte la suite. C'est sur une route comme celle-ci que 3 soldats turcs ont été tués et 6 autres blessés samedi. À l'origine de l'explosion, une bombe déclenchée à distance par des insurgés kurdes. L'attaque a eu lieu près de Bingöl, une ville à majorité kurde dans le sud-est du pays. Autre offensive, cette fois à proximité de la frontière irakienne, à Daglika vendredi. Même bilan, 3 morts et 6 blessés dans les rangs de l'armée turque. Pour les partisans du président Erdogan, ces soldats sont des martyrs. Nous avons 3 martyrs. J'ai envoyé mes condoléances aux familles. Notre lutte contre le terrorisme va continuer de manière déterminée. Ils sont jaloux du pouvoir de la Turquie. Ils prennent le risque de devoir faire face à de sévères conséquences. Et personne ne devrait soutenir le nationalisme et le racisme politique. Ceux qui font ça perdront en fin de compte. Une référence à l'ennemi interne numéro 1 d'Ankara, les Kurdes du PKK. Depuis l'attentat de Suruç qui a coûté la vie à 33 personnes en juillet, l'État turc est à l'offensive. Ankara a lancé des raids aériens sur 2 fronts, contre le groupe État islamique, mais surtout contre les positions des combattants kurdes en Irak. Des attaques qui ont poussé le Parti des travailleurs kurdes à reprendre les armes et à rompre le cessez-le-feu en vigueur depuis 2 ans avec Ankara. De 1984 à 2013, le conflit avait causé la mort de 40 000 personnes. Plusieurs centaines de migrants syriens réfugiés sur l'île de Kos en Grèce ont commencé à embarquer sur un ferry affrété par le gouvernement grec, et ce afin d'apaiser la situation parfois chaotique qui règne sur ce territoire proche des côtes turques. Samedi, une cinquantaine de migrants originaires d'Afghanistan, du Pakistan et d'Iran se sont affrontés à coups de poing et jets de pierre près du principal commissariat de police. Julie Chouteau. Leur passeport brandi vers le ciel, ces migrants syriens sont prioritaires pour s'enregistrer à bord de ce ferry spécialement affrété par le gouvernement grec. Un premier pas vers le nord de l'Europe. Nous attendons nos papiers pour quitter la Grèce. Mais tous n'ont pas cette chance. Seuls les Syriens sont considérés d'office comme des réfugiés. Les autres devront patienter plus longtemps. Parmi les migrants arrivés sur l'île de Kos,
Plusieurs nationalités, des Pakistanais, des Irakiens par exemple, pour qui l'attente semble interminable. Ce système n'est pas bon. Moi, je suis déjà là depuis 7 jours et mon ami ici depuis 20 jours. Il n'y a ni nourriture, ni eau, ni rien. C'est une situation très dangereuse. Une situation qui dégénère parfois. Samedi, des échauffourées ont eu lieu entre des migrants épuisés, à bout de nerfs et qui manquent de tout. Les organisations humanitaires sont désemparées. Nous demandons aux autorités de nous aider, de nous donner l'espace nécessaire pour réellement faire le travail que nous sommes supposés faire. En début de semaine, l'île de Kos comptait environ 7000 migrants, soit presque le quart de sa population habituelle. Mais plus de la moitié sont déjà partis, transférés vers Athènes notamment. La situation est cependant loin d'être réglée. D'après le maire de Kos, 500 migrants débarqueraient chaque jour sur l'île grecque. Des milliers de personnes qui habitaient autour du port de la grande ville de Taïjin dans le nord de la Chine ont été évacuées. Plus de 110 personnes ont perdu la vie dans les explosions qui ont frappé mercredi la zone industrielle et les quartiers environnants. Les autorités restent assez floues sur les circonstances de la catastrophe. Une partie du site demeure toujours en feu. Julie Chouteau. Sur leur banderole, une revendication, rendez-moi mon fils. Une quarantaine de personnes improvisent une manifestation. Les échanges avec la police sont tendus à l'image de leur rapport avec les autorités. Ces familles exigent des nouvelles de leurs proches, des pompiers contractuels disparus au cours de la catastrophe 4 jours auparavant. Des combattants du feu sous contrat court, souvent de 2 ans, et qui bénéficient de moins d'avantages que les pompiers officiels soumis au statut militaire. Souvent très jeunes, moins payés et moins formés, ils sont recrutés par les entreprises ports ou industries chimiques, contraintes d'avoir leurs propres équipes de pompiers. Comme toujours, ces brigades privées ont été en première ligne dès le déclenchement de l'incendie. Mais selon leurs familles, souvent originaires des campagnes, ils sont traités comme des pompiers de seconde zone. Plusieurs jours ont passé et je ne sais même pas si mon fils est mort ou vivant. Le gouvernement ne nous donne aucune information. Les seules informations à la télévision concernent les pompiers qui ne sont pas contractuels. Rien sur nos fils fermiers qui sont venus ici pour travailler. Le manque d'informations ne dérange pas seulement les familles de disparus. Le gouvernement chinois verrouille d'une main de fer la communication autour de la catastrophe. Internet est censuré avec plus de 360 comptes fermés sur les réseaux sociaux et une 50aine de sites court-circuités. La Fédération internationale d'athlétisme a-t-elle cherché à étouffer un scandale? Elle est accusée par le quotidien britannique Sunday Times d'avoir bloqué la publication d'une étude sur le dopage. Un rapport accablant puisqu'un tiers des athlètes présents aux mondiaux de 2011 ont admis avoir prohibé pour améliorer leur performance. Florent Rodeau. L'annonce fait l'effet d'une bombe dans le monde du sport. Selon le Sunday Times, la Fédération internationale d'athlétisme a tout fait pour bloquer la publication d'un rapport qui pointait du doigt l'usage massif de produits dopants. La conclusion de l'étude, menée par des chercheurs allemands pendant les mondiaux en 2011, est accablante. Sur les 1800 athlètes engagés, entre 29 et 34% d'entre eux ont eu recours à des méthodes interdites par l'Agence mondiale antidopage. Ces découvertes démontrent que le dopage est extrêmement répandu parmi les athlètes de haut niveau et reste largement incontrôlé en dépit des dispositifs actuels de tests biologiques. L'inaction de la Fédération internationale d'athlétisme est largement pointée du doigt dans cette affaire. Il y a quelques jours déjà, l'I2AF avait ignoré les informations publiées par la chaîne allemande ARD et le Sunday Times, qui indiquaient qu'entre 2001 et 2012, 800 athlètes présentaient des valeurs sanguines suspectes. Des révélations qui font froid dans le dos, alors que les prochains championnats du monde d'athlétisme démarrent samedi prochain à Pékin. Avant de se quitter, ces images d'un violent incendie aux alentours du supermarché Spinis à Azmier. Les pompiers ont réussi à maîtriser les flammes, mais les braises couvrent toujours. On ignore pour l'instant ce qui a déclenché l'incendie. Les températures élevées pourraient être à l'origine du départ de feu. Le mercure affichait en effet près de 38 degrés ce midi à Beyrouth. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Des tests ADN seront effectués sur Ahmad El Assir pour s'assurer qu'il s'agit bien du chef salafiste arrêté hier à l'aéroport international de Beyrouth. On voit 80 morts, en majorité des civils, ce dimanche dans des raids aériens du régime sur un marché dans la ville rebelle de Douma, près de Damas.
Les forces pro-gouvernementales confortent leur entrée sur le sud du Yémen. Elles ont repris au Houthi la province de Shabwa, la dernière que les rebelles chiites contrôlaient dans cette partie du pays. C'est sur une route comme celle. Les heurts entre l'armée turque et les militants du PKK ne cessent de s'aggraver dans le sud-est de la Turquie. Un soldat turc et 3 combattants kurdes ont été tués ce dimanche. Je vous donne rendez-vous à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24. A tout à l'heure.